Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va continuer la série que j'ai entamée la semaine dernière dans le luxe italien avec Moncler. Donc là, on avait vu un point de vue assez qualitatif. Maintenant, on va plutôt regarder, toujours dans le luxe, des entreprises un peu plus cycliques. On va regarder San Lorenzo et The Italian Sea Group, TISG. Deux acteurs du coup du yachting italien. Ça va être vraiment des bateaux qui sont impressionnants. La plupart du temps des yachts supérieurs à 30-40 mètres. Un peu plus cycliques forcément que des vêtements. C'est des entreprises qui ont elles aussi leur intérêt. Donc on va regarder ça tout de suite. Je vous mets le graphe sur 5 ans. Donc voilà, c'est des valeurs qui se négocient autour de 15 fois les bénéfices. Donc on a quand même pas mal de rendement. Ça nous fait à peu près 6,5% au prix actuel. Donc voilà, c'est intéressant. Elle verse de 2,5% de dividendes. On est sur 1,36 milliard de capi boursière. On est un peu moins du côté de TISG. On est autour des 600-700 millions. Mais voilà, ça reste deux entreprises très très intéressantes. Donc je vous ai préparé quelques notes du coup des rapports financiers ainsi que des conf calls. Voilà, on va commencer tout de suite avec San Lorenzo. Donc San Lorenzo, ROE de 25%, ROCE de 22%. On est vraiment sur une entreprise qui est très efficiente au niveau de ses capitaux. On a 140 millions de cash net pour 1,4 milliard de market cap, ce qui nous fait 10% de la market cap en cash net. Donc là aussi, c'est vraiment impressionnant. C'est rare de trouver des entreprises comme ça qui ont vraiment beaucoup de cash dans leur compte. On a aussi un an d'EBITDA. Donc voilà, même si on est sur des entreprises qui ont de la visibilité grâce au carnet de commandes, on est dans une industrie qui est quand même cyclique et donc voilà, elles préfèrent garder du cash dans leurs réserves. On commence tout de suite. Ils précisent qu'elles sont protégées des cycles. Alors attention, il faut quand même faire distinguer la protection des cycles et une entreprise qui est quand même cyclique. Là, je vous ai mis sur TISG. Ils ont beau vous dire que c'est quasiment pas cyclique parce que c'est des bateaux de luxe et donc leur clientèle est très très aisée et ne subit pas les crises. On remarque néanmoins qu'entre 2009 et 2013, on a une certaine stagnation des ventes, hein, tout simplement. Alors en 2013, voilà, on a fait quasiment x2 parce qu'il y a eu une acquisition, mais organiquement, on voit bien entre 2014 et 2009, ça a quasiment fait du surplace si on exclut forcément l'acquisition qui a boosté les revenus. On a fait quasiment du surplace. Pareil pour San Lorenzo, hein. Voilà, ils vous disent carrément protéger des cycles, ce qui n'est pas forcément le cas, vu que là aussi, entre 2008, on est passé de 198 millions de chiffre d'affaires à 208 millions en 2014, donc on n'a même pas 10% de croissance, on a 5%. Mais néanmoins, ces deux entreprises-là, pendant que le marché, lui, en fait, perdait environ 40%, bah, celles-là, en fait, se sont maintenues, ont réussi à grimper, à augmenter leur part de marché. Et donc, c'est là qu'on voit vraiment la résilience de ces deux entreprises-là. On va revenir donc voilà, sur les notes. Donc la stratégie de San Lorenzo pour l'instant, c'est d'investir dans des brokers, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas forcément acquérir des constructeurs de bateaux, mais plutôt des brokers qui vont les vendre. Là, notamment, ils ont fait une acquisition récemment de Simpson Marine, donc c'est le leader asiatique, et ça va leur permettre notamment de renforcer leur position en Asie, là où il y a le plus, le taux de croissance le plus élevé concernant les multimillionnaires, donc c'est-à-dire les ultra high net worth individuals, donc ceux qui ont une fortune supérieure à 50 millions de dollars. Voilà, donc ça va leur permettre de prendre des parts de marché sur ce secteur-là. Ils préfèrent également, alors c'est probable, c'est-à-dire qu'ils le laissent entendre, c'est jamais écrit explicitement, noir sur blanc, mais voilà, ils le laissent entendre qu'à l'avenir, ils vont essayer de renforcer leur chaîne de valeur en internalisant notamment tous les process, tout ce qui va être meubles, travail du bois, et ensuite aussi pour retenir les employés les plus polyvalents, puisque on le voit même en France, hein, il y a quand même énormément de manque sur le marché du travail concernant les emplois qualifiés comme ça de menuiserie pour ces bateaux-là. Donc voilà, ça va leur permettre de retenir ses employés. On parlait de l'activité vente de bateaux, enfin construction de bateaux. Il se développe aussi sur la gamme Refit, c'est-à-dire en gros l'entretien, la rénovation. Et on le sait, cette branche-là, en fait, c'est la branche qui est la plus stable et qui résiste un peu mieux aux crises, hein, c'est un peu plus résilient. Donc ça aussi, ils mettent l'accent dessus. Donc c'est aussi la preuve qu'on est dans une industrie qui est semi-cyclique, pas totalement, mais voilà, on est quand même semi-cyclique et on subit un peu la conjoncture économique. Donc l'activité refit, il précise aussi que, en fait, c'est un peu, on se rapproche du business model de Ferrari, hein. Chaque année, ils vendent un nombre de modèles limité, ce qui leur permet, on va le voir après, d'augmenter leur prix. Ils sont positionnés également sur toutes les gammes de bateaux, que ce soit day cruiser, yacht, super yacht, bateau à moteur hydrogène, électrique.
Ce que je vous disais tout à l'heure, c'était qu'en termes de part de marché, entre 2008 et 2014, le marché a baissé de 41%, pendant que San Lorenzo, eux, ont pris plus 5%. Donc c'est là que vous voyez la résilience de ces deux entreprises-là, qui sont d'ailleurs les deux plus grosses entreprises cotées en bourse concernant le milieu des bateaux de luxe. Et ils expliquent ça comment? Parce qu'il y a eu plus de ventes directes, c'est-à-dire moins de ventes à travers des intermédiaires. Il y a eu aussi plus d'externalisation, ce qui a permis d'être plus flexible au niveau des charges, surtout la masse salariale. Voilà. Revenons en business. La force de ce business-là, c'est surtout qu'ils vont avoir un pricing power et qu'à l'avenir, ils prévoient donc, un taux de croissance à un chiffre entre 6 et 9%. Et les deux tiers ce chiffre-là, donc de cette croissance, viendront de l'augmentation de prix. Donc c'est quand même beaucoup plus prévisible les augmentations de prix que la croissance des volumes vendus. Donc c'est quand même, on a une certaine visibilité sur le chiffre d'affaires. Ils le précisent aussi qu'ils ont eu environ 4,5% d'augmentation des prix en 2021 et 2022, c'est-à-dire à peu près au niveau de l'inflation. Donc pour des biens qui sont quand même discrétionnaires et qui ne sont pas essentiels, on remarque qu'il y a un certain pricing power. Donc à l'avenir, et ça c'est un point qui est vraiment essentiel, c'est que 90% des capex sont des capex de croissance, c'est-à-dire des capex qui vont permettre d'augmenter leur capacité de production via des outils de production, via des nouvelles cales sèches, le tout voilà, pour pouvoir produire encore plus et aussi développer de nouveaux produits donc, à travers la R&D. Donc ce que je vous disais concernant la prévisibilité, c'est-à-dire le carnet de commandes, puisqu'il s'élève à 1,2 fois le chiffre d'affaires, donc là aussi c'est vraiment exceptionnel. Donc c'est un secteur très porteur, les clients sont de plus en plus jeunes et le temps passé à bord évolue fortement puisqu'on a fait quasiment x2 depuis le Covid, donc ça c'est vraiment énorme. Mais le gros driver, ça reste l'augmentation du nombre de multimillionnaires qui est estimé à 385 000, c'est-à-dire plus 120 000 en 5 ans, donc de 2021 à 2026. Et en fait, sur ces quelques pourcents-là, le taux de pénétration en fait, est de seulement 2,5%. Donc seulement 2,5% des multimillionnaires détiennent des yachts. Donc voilà, il y a forcément encore beaucoup de clients à aller chercher. Et un des éléments les plus importants, c'est que ils le disent, en fait, la croissance robuste de l'offre n'a pas encore atteint le taux de croissance de la base de clients adressables, c'est-à-dire qu'en fait, il y a énormément de parts de marché à aller conquérir dans ce secteur-là. Et voilà, pour finir avec San Lorenzo, ils préfèrent évoluer vers des yachts qui sont plus grands, et ce pour toutes les divisions, puisqu'en fait, les super yachts, donc voilà, les plus grands bateaux, ça va être les bateaux sur lesquels ils vont le plus avoir de visibilité, de pricing power et de marge. Donc ils vont pouvoir faire de plus en plus de bénéfices. Et donc les investissements vont surtout concerner cette gamme-là. On va passer du côté de TISG, donc ROE de 28%, ROCE de 18%. Là aussi, on a des critères, des ratios financiers qui sont exceptionnels. On est dette nette qui est à l'équilibre, autant de cash que de dette. On a des marges qui sont aussi plus faibles, puisque voilà, je le précise, en fait, ils sont introduits en bourse très récemment, ce qui a permis aussi de faire croître le chiffre d'affaires quasiment exponentiellement. C'est aussi pour ça, en fait, que le chiffre d'affaires voilà, a fait x2 en l'espace de 2 ans, parce que voilà, il précise Financial Market and Growth, c'est-à-dire que l'introduction en bourse a permis d'investir massivement dans l'outil de production et donc forcément de produire plus de bateaux. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte. Faut pas s'attendre à une croissance qui sera aussi élevée que par le passé. Et de toute façon, voilà, c'est écrit hein, dans leur strategic outlook. J'avais marqué, ils s'attendent à 12,6% de croissance en 2024 et 7% en 2025. Ça reste de très bons chiffres, mais on est loin des 30 à 40% de croissance qu'on a connue ces dernières années. Ils prévoient à l'avenir aussi une grosse croissance des cash flows puisque le gros de leur investissement a été fait via l'introduction en bourse. Maintenant, voilà, ils vont pouvoir un peu limiter ces dépenses-là et donc on aura beaucoup plus de cash flow, potentiellement un dividende qui va être amené à grossir ou alors des rachats d'actions ou tout simplement de la mise en réserve pour de futures acquisitions. Donc ce que je reviens sur les chiffres, hein, mais voilà, on a des revenus qui ont quand même fait x3 en l'espace de voilà, seulement 3-4 ans, et l'EBITDA, en fait, grâce à une augmentation des marges, a fait x4 sur la même période. Le carnet de commandes, lui, s'élève à 1,7 années, donc encore plus grand que San Lorenzo. Ça aussi, c'est dû en fait à la taille des bateaux qui sont plus grands, donc ça prend plus de temps à produire. Mais ça permet d'avoir encore une fois une visibilité qui est exceptionnelle à court et moyen terme. Au niveau des marges, là aussi, il prévoit en fait des augmentations de marge dues à l'efficience de l'outil de production. On est légèrement inférieur à San Lorenzo, mais là encore une fois, c'est dû à l'introduction en bourse qui est plus récente et à l'avenir, d'ici voilà, d'ici 5-6 ans,
vise une marge de EBITDA de 20%, ce qui va permettre de soutenir la croissance du bénéfice. Payout de 40 à 60%, c'est l'objectif du management. Ils ont un levier max à 1,7 fois les l'EBITDA, levier qui sera à mon avis pas atteint puisque l'EBITDA est amené à croître assez fortement dans le futur et qu'une partie des bénéfices est mise en réserve, donc ce qui va permettre de faire croître le cash net. Donc voilà, je pense pas qu'il y ait de soucis du niveau de la dette. Au niveau de la répartition du chiffre d'affaires, on est plus ou moins pareil que ce soit San Lorenzo ou The Italian Sea Group. Leur marché principal, ça reste l'Europe. Et ensuite, voilà, Asie et Amérique sont plutôt diversifiés. Pour le coup, San Lorenzo, ils sont quand même un peu plus sur l'Europe, mais ça reste quand même assez diversifié entre Asie et Amérique et Europe. Et aussi, 78% des bateaux vendus, c'est des Admiral. Voilà, c'est qui est une marque qui représente quand même une grosse partie du chiffre d'affaires. Je pense pas que ce soit un souci. Et 80% des bateaux, c'est des bateaux qui sont supérieurs à 50 mètres. Donc là aussi, en fait, c'est des bateaux. La majorité des bateaux vendus sont des grands bateaux avec lesquels forcément il y a du pricing power et de la visibilité. J'ai noté également que l'acquisition de Perini Navi va permettre d'apporter de la croissance et donc de soutenir les ventes organiques. Et en dehors de ça, ils vont aussi essayer d'internaliser, tout comme le fait San Lorenzo, vu que c'est les enjeux récents qui ont été imposés par le Covid, donc la disruption de la supply chain. Donc pour pallier à ça, tout simplement, voilà, ils essaient d'internaliser un maximum et en fait, voilà, ça va leur permettre d'augmenter leur prix, de faire des économies d'échelle et des synergies entre l'activité refit et la production de bateaux. Donc l'activité refit, on le rappelle, voilà, c'est tout ce qui va être entretien, rénovation des bateaux et qui permet d'apporter un peu plus de visibilité et qui est moins sensible au cycle économique. J'ai noté également donc que les deux principaux sites de production sont en Italie et qu'il y a eu une concession d'État jusqu'en 2072. Donc ça, c'est vraiment top. Et ensuite, qu'ils ont fait l'acquisition récemment d'un fabricant de meubles. Donc voilà, on est typiquement dans leur stratégie d'internalisation. Et ensuite, voilà, ils ne vont pas se reposer sur leur laurier puisqu'ils vont essayer d'intégrer le marché des catamarans dans lequel les Français avec Katana et Fountaine Pajot sont les leaders. Et les deux points enfin qui concernent TISG et San Lorenzo, c'est que en fait, leur gamme de clients est principalement des ultra riches, donc ils ne vont pas du tout payer par crédit, mais la plupart du temps par cash. Et enfin, le deuxième point qui va surtout concerner TISG, c'est que le segment de TISG qui est les plus de 50 mètres a globalement été le segment qui résiste le mieux aux crises économiques et à la conjoncture économique depuis les 20 dernières années et qui offre également la meilleure croissance. Donc San Lorenzo s'en rapproche, mais TISG vraiment a une très très forte résilience dans les périodes de contraction économique. Et pour en revenir à l'aspect paiement par cash, en fait ces deux entreprises-là, non seulement grâce à leur clientèle qui est ultra aisée, mais aussi à leur profil financier qui est en cash net, ne sont pas du tout affectés par les taux d'intérêt puisque leurs clients payent par cash, donc ils ne vont pas faire de taux d'intérêt, donc que les taux d'intérêt soient à 2 ou à 4%, ça ne change rien du tout. Et pareil pour leur dette, puisqu'ils sont dans des situations de cash net, donc plus de cash que de dette, et donc quand les taux augmentent, forcément, voilà, leur profil financier va s'améliorer. C'est fini voilà, pour la prise de notes. Un autre élément que je voulais vous montrer, c'est aussi la structure actionnariale de ces deux entreprises, puisque dans les deux cas, en fait, on a un management stratégique qui représente plus de 60% de la structure actionnariale, donc c'est vraiment impressionnant. C'est assez rare hein, d'ailleurs de tomber sur des chiffres comme ça. Dans le cas de San Lorenzo, le patron, le CEO détient 60%, donc c'est-à-dire plus de 963 millions d'euros sur les 1,4 milliard de market cap, donc c'est vraiment énorme. Et on voit qu'il y a également d'autres administrateurs dirigeants qui tiennent à eux aussi environ 1% de la market cap. Dans le cas de Easy Italian Sea Group, c'est pareil. On a un management qui détient même plus de 70%, donc là aussi, hein, c'est vraiment énorme. Donc il n'y a pas de souci concernant la convergence des intérêts entre les actionnaires et les dirigeants. Et on voit surtout que chez TISG, le patron est là depuis plus de 12 ans. Donc c'est pareil, c'est énorme. Le chairman, c'est pareil, il est là depuis 2012. Et la plupart des membres du board sont là aussi depuis très longtemps. Donc on a affaire à une équipe qui est assez expérimentée et qui est très fortement investie. Donc voilà, là, il n'y a pas de souci là-dessus. Et enfin, voilà, on peut terminer sur la valorisation. On est autour de 15 fois les bénéfices, qui est quand même assez faible. Regarde la moyenne. En fait, on est sur des niveaux support hein, en termes de PER. Et après, voilà, c'est pareil pour TISG, on est sur environ 13-14 fois les bénéfices. Donc là aussi, c'est assez intéressant comme valorisation. Ça vous permet voilà, d'avoir pas mal de bénéfices puisque sur TISG, vous avez quasiment 4% de rendement en dividende. Et à côté de ça, vous avez une croissance à venir qui reste quand même assez importante. Mais le marché, forcément, price la cyclicité. Et donc, c'est pour ça que vous vous retrouvez avec des niveaux assez faibles de valorisation. Donc, on a fait à peu près le tour de ces deux entreprises qui sont quand même
deux entreprises de très belle qualité avec des bilans soignés, une forte croissance à venir, une très forte visibilité, mais le marché price une certaine cyclicité. Maintenant, voilà, c'est à vous de juger si vous pensez que cette cyclicité est suffisamment pricée dans le cours de l'action. Et on a quand même deux très très belles entreprises qui ont du dividende et qui est amené à fortement croître grâce à l'augmentation des marges et des ventes. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ça se passe dans les commentaires. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!